Et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cet événement, le Business Camp de French Morning, sur se lancer aux États-Unis. C'est une grande première pour nous. C'est le premier événement de ce type et on est ravis à la fois de vous avoir avec nous et puis d'avoir un panel qui, pendant ces sessions qui vont s'étaler, vous le savez, sur 3 jours, vous savez, si vous êtes inscrit, vous avez regardé le programme et le programme est alléchant. On aura dans les jours qui viennent à la fois des sortes de grands témoins, hein, des patrons, des patronnes, des dirigeants, dirigeantes de boîtes françaises aux États-Unis, qui présentent aux États-Unis en tout cas, et qui viendront raconter eh bien à la fois comment ils ont réussi, peut-être aussi un peu de temps en temps comment ils ont échoué et surmonté ces échecs. Et quand je vous disais que le programme est alléchant, on aura par exemple mercredi Michael Fribourg, hein, qui est le patron de Groupe Chargeur, qui est un grand groupe français qui s'est complètement réinventé ces derniers temps et notamment réinventé aux États-Unis grâce en particulier à des acquisitions dans des domaines très précis. Il viendra nous expliquer tout ça. On aura évidemment Bernard Révier aussi, qui est le patron de Fermob. Vous l'avez peut-être vu ces derniers jours dans French Morning et dans French Morning Business. Fermob, c'est le fabricant de chaises Bistro, notamment fameux en France, et qui s'est fait sa place ici au soleil aux États-Unis. Et il nous racontera comment. On aura Mathieu Chabran, évidemment, le cofondateur de Tikeo Capital, une autre success story française, et lui aussi est basé ici à New York. Et puis Cécile Moulard demain qui viendra, qui est cofondatrice de Mixer.net, qui a été dans le passé la première à commencer Amazon en France. Elle était patronne d'Amazon France à l'époque, c'était il y a quelques années. Elle est maintenant aux États-Unis. Elle viendra notamment parler ressources humaines avec nous. Voilà donc un programme extrêmement alléchant. Je vous rappelle la façon dont ça se passe. On a une demi-heure de ce qu'on appelle un fireside chat en anglais, c'est-à-dire une interview avec une de ces personnes. Et on va commencer tout à l'heure avec l'invité du jour. Hein, je vous en dirai un peu plus dans quelques secondes. Et puis ensuite, on aura 45 minutes d'expertise avec des gens qui sont des experts de leur domaine. Et aujourd'hui, le thème, hein, c'est les premiers pas, ce qu'il faut savoir pour se lancer aux États-Unis. On parlera donc évidemment immigration, on parlera aussi structure juridique, on parlera fiscalité, comptabilité, et puis plus largement business développement. Et ces trois experts du jour, c'est-à-dire Angela Autier-Cheno, Alexandra Stanton et George Gans, ils nous rejoindront dans une demi-heure exactement. Nous parlerons pendant 45 minutes, on parlera avec eux pendant 45 minutes, et puis ensuite on enchaînera avec des tables rondes. Vous pourrez vraiment poser vos questions pour vos propres projets, leur poser directement vos questions, discuter avec eux. Puis on aura une petite partie networking à la fin. On pourra parler tous ensemble, un par un, avec cette plateforme que nous utilisons et qui permet de nous mettre en networking les uns avec les autres. Donc une session très riche ce matin, cet après-midi si vous êtes en France. Je rappelle, aujourd'hui une session et puis demain une session à 9 heures heure de New York, 15 heures heure de France, une autre à midi heure de New York, 18 heures heure de France, et puis ce sera pareil mercredi. Voilà, sans plus attendre, on va commencer avec le programme du jour et j'ai la chance d'avoir avec moi Anne-Laure Mondoulet, qui est journaliste notamment à French Morning et qui va venir interviewer Serge Verdou. Serge Verdou, c'est le patron US de Back Market. Et sauf si vous avez passé la semaine dernière dans une cave ou peut-être trop sur les terrasses parisiennes ou françaises, vous savez que Back Market a été dans l'actualité. C'est une success story française avec quelques 230 millions, je crois, levés la semaine dernière, peut-être même plus, une valorisation à 3,2 milliards de dollars et puis une belle histoire américaine. Et on va parler de tout ça avec lui. Plus exactement, c'est Anne-Laure qui va parler avec Serge de tout ça. Je les laisse tous les deux. Merci beaucoup encore, Serge, de prendre le temps d'être avec nous et de venir nous raconter à nous et surtout à cette audience de dirigeants, d'entrepreneurs, de gens qui veulent s'installer aux États-Unis. Quelle est votre expérience ici? Je vous laisse tous les deux. À très vite. On se retrouve dans une demi-heure pour la suite du programme. Merci Emmanuel. Merci Serge encore pour votre temps ce matin. Comme le disait Emmanuel, l'idée c'était d'avoir un peu l'histoire US de Back Market. Donc vous êtes Managing Director US en charge du développement américain de Back Market, qui est donc la marketplace de produits électroniques et électriques également reconditionnés.
Donc, je crois que vous avez rejoint l'aventure en 2017 pour développer le marché américain. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la rencontre s'est faite avec les 3 fondateurs et ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. En fait, alors déjà, il faut savoir que ça fait une quinzaine d'années moi que je suis aux États-Unis. J'avais fait l'essentiel de ma carrière dans des boîtes américaines avant de rejoindre Back Market. Chez American Express pendant très longtemps et ensuite chez Expedia et Amazon côté e-commerce. Et donc à l'époque, il y a 4 ans où j'ai rencontré les fondateurs, je cherchais un projet entrepreneurial. J'avais vraiment travaillé pour des boîtes d'e-commerce. Chez Amazon, je travaillais pour Audible, qui est leur filiale audiobook. M'avait vraiment donné envie de partager les premiers mois, les premières années de ces boîtes. Et donc je voulais, en fait, j'avais même des idées de création d'entreprise. Et dans le cadre de ces discussions autour de création éventuelle, j'ai vu un de mes très bons amis, Antoine Loison, qui s'avère être un des investisseurs dans Back Market pour le nom de groupe Arnaud. Et en fait, quand j'ai rencontré Antoine et que je lui ai parlé de mes velléités d'entrepreneuriat, il m'a dit bon bah ne cherche plus, tu vas lancer Back Market aux États-Unis parce qu'il avait investi quelques mois auparavant dans Back Market. Et donc bon, comme il m'en avait déjà parlé, je connaissais la boîte, qui était quand même beaucoup moins développée, c'était il y a 4 ans, même si c'était déjà une très belle success story en France et en Espagne en particulier. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré les 3 cofondateurs de Back Market, à commencer par Thibaut Hugues de la Rose. Le lendemain de ma discussion avec Antoine, je me suis retrouvé dans le bureau de Thibaut et qui était aussi surpris que moi parce qu'à l'époque il y avait aucun plan à court terme de lancer aux États-Unis. Donc c'est vraiment la rencontre qui a créé cette opportunité. Et voilà, on s'est donné quelques semaines quand même pour indépendamment regarder l'opportunité parce qu'elle était vraiment amenée par l'investisseur. Et chacun dans notre coin, après avoir regardé, on s'est dit qu'il y avait vraiment un coup à faire. Et en tout cas, que ça valait le coup d'essayer de tenter notre chance. Donc voilà, j'ai rejoint l'aventure de manière un peu folle. Et 4 ans après, 3 ans, un peu plus de 3 ans après le lancement, parce qu'il nous a fallu, je sais qu'on y reviendra, il nous a fallu quand même quelques mois pour vraiment démarrer. 3 ans après, ben voilà, on a maintenant une cinquantaine de personnes ici aux États-Unis. On vient de relever de l'argent, y compris pour accélérer le développement aux États-Unis. Les États-Unis sont déjà notre deuxième plus gros marché après la France et de très loin notre premier marché stratégique. Donc c'est clairement une belle histoire. Une très belle histoire. Et du coup, vous pouvez nous raconter, parce que le marché la concurrence de Back Market est un petit peu particulière, parce que c'est une marketplace, il n'y avait pas de concurrent direct aux États-Unis, mais vous affrontez des géants comme eBay, Craigslist ou Amazon, dont c'est le métier parmi d'autres choses. Comment est-ce que vous avez justement réussi à aborder ce marché en étant la seule plateforme verticale, mais en affrontant des très gros acteurs comme eux? Je crois que c'est un peu dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, pour résumer, on est vraiment entre eBay qui est spécialiste de l'occasion et Amazon qui est spécialiste du neuf. Alors ces deux plateformes-là, parce qu'elles sont très grandes et historiquement, ça fait un moment qu'elles sont développées, elles font pas mal de volume sur notre segment qui est le reconditionné professionnel, parce qu'elles sont déjà grosses et qu'elles font beaucoup de volume sur pas mal de leurs catégories. Mais l'énorme différence avec nous, c'est qu'elles sont pas spécialisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc, pour revenir un peu en arrière, Back Market, on est une place de marché, c'est uniquement des professionnels qu'on valide, qui vendent sur la plateforme et qui vendent principalement à des particuliers. Et en fait, une entreprise comme eBay ou même Amazon, ils n'ont pas la spécificité pour à la fois le côté fournisseur, donc pour l'offre, ils n'ont pas la spécificité pour le reconditionner. Et pareil pour les consommateurs, en fait, ce qu'on appelle en anglais le UX, User Experience, n'est pas spécialisé non plus pour le reconditionner. Donc nous, c'est ça qui fait notre différence, c'est que tout ce qu'on fait, 100% de nos ressources, 24 heures sur 24, on ne bosse que pour le reconditionner, que ce soit pour éduquer les clients pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'un produit reconditionné professionnel avec une garantie et la qualité, et sans entrer dans trop de techniques, il y a quand même beaucoup de spécificités pour les marchands. Quand un produit reconditionné, il peut être en parfait état ou il peut être complètement fonctionnel, mais avec quelques défauts esthétiques en tout cas. Et tout ça sur une plateforme entre guillemets traditionnelle, il n'y a pas en fait un produit, soit il est d'occasion, soit il est neuf en général, historiquement. Et donc c'est cette spécificité qui quelque part nous a permis de décoller dans tous les marchés, y compris les US.
D'accord. Et vous disiez ça a pris quelques mois. Comment est-ce que concrètement, étape par étape, vous avez évalué le marché, décidé au go et ensuite créé la filiale voilà, de façon très, très pratique? Alors de manière très pratique, on s'est parlé avec Thibaut en juillet 2017. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, on s'est donné 3 semaines pour vraiment indépendamment faire une étude de marché. Donc vraiment, on s'est dit bon bah reparlons-nous dans 3 semaines. Donc là, moi concrètement, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Je suis allé dans des, en fait, une des raisons qui a fait décoller Back Market en France il y a maintenant 6-7 ans, c'est que ça a coïncidé avec l'époque où les opérateurs téléphoniques arrêtaient de subventionner les téléphones portables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, vous aviez votre abonnement. Avec votre abonnement, tous les 2 ans, automatiquement, on vous donnait un nouveau téléphone. En fait, en France, ça a été arrêté avec l'arrivée de Free sur le marché. Il y a eu une disruption. Et ça a beaucoup aidé Back Market puisque les gens maintenant cherchaient des smartphones sans abonnement. Et en fait, ce changement-là, aux États-Unis, il est arrivé plus tard. Il est arrivé à peu près autour de 2016-2017. Donc on a fait ces recherches-là. Ensuite, on a regardé s'il y avait des fournisseurs. On a regardé la concurrence sur Internet. Donc 3 semaines d'études de marché. Et puis tous les deux, on est arrivé avec la même conclusion. Donc à partir du moment où on est arrivé avec la même conclusion, là, je suis retourné en août pour rencontrer toute l'équipe. J'ai même passé une semaine avec toute l'équipe à Paris. C'était beaucoup plus petit. À l'époque, il y avait une 50aine de personnes. Maintenant, on est 550 à peu près. 500, on sera à 550, 600 à la fin de l'année. Donc, j'ai passé une semaine avec toute l'équipe. Là, on serrait la main, entre guillemets. On s'est dit, bon, bah, allons-y. Ça, c'était en août. J'ai ouvert les bureaux en septembre. Une fois que ça, c'était à Paris, donc je suis rentré à New York. J'ai ouvert les bureaux en septembre. Alors, les bureaux, c'était une pièce dans un coworking. J'étais le seul employé. Techniquement, on a ouvert la filiale de mémoire en novembre, juste le temps de faire les papiers, on va dire. Et voilà, j'ai commencé même à me salarier en janvier, puisque jusqu'à présent, comme il n'y avait même pas de filiale, je pouvais pas me salarier aux États-Unis, donc j'étais techniquement consultant. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a pris. Disons qu'en janvier, on avait un bureau, une filiale, et j'étais techniquement salarié. Et là, pour vous faire les grandes lignes, j'ai fait venir un premier stagiaire, puis un premier recrutement en février-mars. Et en mars 2018, quand on a lancé pour de bon, où le site était live et on avait les premiers marchands, on était 3 employés. D'accord. Vous avez fait venir des gens de France ou vous avez principalement recruté depuis 2017 aux US? Alors, on recrute principalement en local. Je crois que sur la 50aine qu'on est aujourd'hui, on doit avoir 2 ou 3 Français. Mais on a fait venir quand même au tout début, en particulier pour le business development, on a fait venir un jeune de l'équipe de business development qu'on a fait venir en VIE d'ailleurs, ce qui a été très très utile parce que en fait la connaissance de l'entreprise et la connaissance du marché sont très utiles. Donc principalement des Américains, mais aussi de manière sélective, on fait venir des Français qui connaissent déjà la boîte et qui sont experts dans leur domaine. D'accord. Et donc le site a été lancé, vous me dites en mars. Comment est-ce que vous vous êtes fait connaître auprès des fournisseurs et des consommateurs américains? Alors, je vais commencer par les fournisseurs parce qu'en fait, ça commence par là, parce que s'il n'y avait pas de fournisseurs, on n'a pas de produit à vendre. Donc, dès que j'ai commencé à partir de, on va dire, septembre, là, je passais l'essentiel de mon temps avec mon téléphone et LinkedIn et email à essayer à démarcher des fournisseurs. Donc, quand on a lancé, on en avait 3. Donc, c'était bien, mais c'était pas non plus, disons que ça prend du temps. Donc on a eu la chance d'en avoir 3, mais qui étaient quand même très sérieux et qui avaient une gamme de produits assez étendue et qui nous faisaient confiance, enfin qui ont fait le pari de Back Market. Et ensuite, donc ces 3 fournisseurs, ils nous ont permis d'avoir un minimum de produits en vente. Ensuite, pour faire venir les clients, nous, jusqu'à aujourd'hui, on s'appuie énormément sur le marketing online, en particulier Google, Facebook, enfin vraiment ce qu'on appelle le performance marketing. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait. C'est comme ça qu'on a fait venir les premiers clients. Et aujourd'hui, ça reste notre premier canal d'acquisition client. D'accord. Et quelle a été la réaction du marché américain? Est-ce qu'elle vous a surprise? Est-ce que c'est venu tout de suite ou ça a été une croissance plutôt organique?
Alors, côté fournisseur, on a été très bien reçu. Honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé, hein, on a décidé de prendre le pari, c'est que dès les premières discussions exploratoires au moment de l'été 2017, on s'est rendu compte que il y avait pas de boîte comme Back Market qui était spécialisée dans le reconditionné pour les professionnels. Donc c'est vrai que dès qu'on a parlé aux Américains, déjà on s'est rendu compte que l'industrie du reconditionné était énormissime aux États-Unis, parce qu'en fait ce qu'on appelle dans l'industrie les circuits de retour, donc les clients qui ramènent leur smartphone, leur tablette, leurs ordinateurs usagers, ou qui les revendent, qui les rendent à leurs opérateurs, c'est beaucoup plus développé qu'en Europe. Et il y a des acteurs qui ont des volumes énormissimes. Donc ça déjà c'était très encourageant. Et puis deux, quand on a eu les discussions avec certains de ces acteurs, on voyait qu'ils étaient prêts à faire le pari de Back Market. Ils voyaient, il y a quelque chose qui a beaucoup aidé quand même, c'est que ils voyaient le succès énorme qu'était Back Market déjà en Europe à l'époque, donc qui résonnait au-delà des frontières européennes. Et donc ils se disaient bon il n'y a pas d'acteurs comme ça, donc ils nous ont soutenus. Donc ça c'était une des très bonnes surprises quand on est arrivé. Côté consommateur, on a été très agréablement surpris dès les premiers jours par la propension des Américains à acheter. En fait, nous on la mesure dans les sites internet de manière assez simple. On a un indicateur qu'on suit qui est la conversion. En fait, c'est le nombre d'achats divisé par le nombre de visiteurs sur le site. Et en fait, dès les premiers jours, les premières semaines, les États-Unis ont toujours été très haut par rapport aux autres marchés. Probablement le plus haut d'ailleurs, si on compare à des niveaux de maturité équivalents. Et donc, des deux côtés, à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande, il y avait des indicateurs très encourageants. D'accord. Et quels étaient les plus gros challenges pour vous? C'était vraiment justement la montée en puissance et pouvoir suivre et répondre à cette demande? Est-ce que c'était la qualité des produits, s'assurer auprès des fournisseurs que le service client était à la hauteur? Un peu tout ça. Je dirais que notre challenge numéro 1, et ça reste le cas aujourd'hui, c'est vraiment d'éduquer le marché. Et quand je dis éduquer le marché, c'est à la fois éduquer les fournisseurs, parce qu'il y en a beaucoup qui soit n'ont jamais fait de B2C, soit s'ils ont fait du B2C, ils n'ont pas du tout les mêmes, historiquement, il n'y a pas les mêmes niveaux d'attente sur l'expérience client justement, sur les autres plateformes que chez nous. Et donc, éduquer les clients à soit les convaincre que si c'est des gros acteurs qui font énormément de volume aujourd'hui en B2B, les convaincre que le B2C c'est un investissement qui vaut le coup, parce que ça croît, parce qu'il y a plus de marge, etc. Mais donc ça c'est de la conduite du changement, on va dire. Ou si c'est des acteurs qui font du B2C mais qui historiquement n'étaient pas habitués au niveau de contraintes autour de l'expérience client, c'est pareil, c'est du changement, il faut les convaincre de faire les choses différemment. Donc ça, je dirais que ça reste le challenge numéro 1. Et ensuite, côté client, c'est vraiment de l'éducation du client. En fait, les Américains ne comprennent pas tellement le concept de reconditionner. Refurbished, ils connaissent, mais ça a plutôt une connotation négative. Enfin, en tout cas, ils se disent bon, c'est un produit qui a peut-être eu des problèmes avant, donc qu'est-ce que c'est? Donc, je dirais que des deux côtés, le challenge numéro 1, c'est vraiment l'éducation du marché pour vraiment changer la perception qu'ont les acteurs de notre offre. Et vous parliez d'avoir ouvert les bureaux. On imagine que pour nombre d'acteurs, le coût d'une installation aux US est ce qui est plus important à prendre en compte et à intégrer. Comment est-ce que vous avez géré cet investissement pour développer le marché et à intégrer de main-d'œuvre, de bureaux aux US? Déjà, pour parler concrètement, c'est là qu'on a la chance d'avoir des investisseurs qui nous ont suivis depuis le premier jour. Hein. Donc, ça aide. C'est sûr que s'attaquer aux États-Unis, c'est un des marchés, c'est un marché énormissime. C'est un marché qui deviendra très vite le plus gros pour Back Market. Mais c'est un marché où faut investir plus que d'autres, en particulier à New York. Pour parler concrètement des bureaux, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pendant les 2 premières années, on était dans un coworking. Alors, c'était un coworking où les bureaux eux-mêmes étaient privatisés, c'est-à-dire que les salles de réunion et les cuisines, etc., tout ça était partagé, mais les bureaux eux-mêmes étaient privatisés. Et en fait, c'était très flexible et c'était assez idéal parce que dès qu'on embauchait, on pouvait, littéralement, ils enlevaient des parois et ils nous faisaient, et le bureau devenait plus grand. Donc, on n'avait même pas besoin de déménager, ils nous rajoutaient juste de l'espace
fur et à mesure qu'on grandissait. Donc ça, honnêtement, d'un point de vue investissement et coût, c'était parfait, hein, puisqu'on payait que pour l'espace dont on avait vraiment besoin. Et ça a marché les 2 premières années. Au bout de 2 ans, on était une quinzaine, et puis surtout, on avait des aspirations de grandir énormément. Donc là, on s'est dit bon, on va un peu sortir de notre coquille et puis prendre des bureaux à nous. Donc là, on a fini par prendre l'année dernière, juste avant Covid, de magnifiques bureaux qui étaient enfin à nous et qui sont restés quasiment vides pendant, enfin pas vides, mais quasiment pendant 1 an. Et donc là, finalement, il y a un peu de vie qui revient là, avec Covid qui s'améliore à nous. D'accord. Et pour faire venir ces gens, ces Américains, comment est-ce que vous avez fait le recrutement et fidéliser? Parce que je me dis que ça marche tendu au niveau de l'emploi. Ouais, alors nous, c'est quelque chose. On a fait très attention et on continue de faire très attention au recrutement. On a un processus qui est vraiment très intense, on va dire, pour s'assurer qu'on évalue à la fois les candidats sur, évidemment, sur les aspects techniques, on va dire, des jobs, mais aussi et presque surtout sur les aspects culturels, parce que c'est vraiment un état d'esprit et puis bosser dans une boîte comme Back Market en hyper croissance, c'est un état d'esprit assez différent. Donc je dois dire que et surtout ce qui est très important, c'est que c'est les premiers recrutements qui vont faire venir tous les autres. Donc moi ce que je dirais à notre audience s'ils réfléchissent à s'installer aux États-Unis, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux premiers qu'on recrute. Nous, on a eu de la chance, on a fait des très bons premiers recrutements. Je me suis beaucoup appuyé sur mon réseau personnel, sachant que j'étais aux États-Unis depuis 15 ans. Soit réseau direct, soit indirect, hein, soit des gens que je connaissais déjà, soit des gens, des connexions de connexion, on va dire. Et donc ça a bien marché. Et donc je pense que c'est très important parce que les premiers vont être des ambassadeurs et qui vont permettre de faire venir les autres. Donc pendant voilà, il y a pas de recette secrète, on va dire, mais quelque chose qu'il faut passer beaucoup de temps et d'énergie sur le recrutement. Ouais. Et c'est important que j'imagine que vous soyez là afin d'avoir quelqu'un qui connaissait vraiment le marché américain depuis longtemps et aussi côté startup. Oui, je pense que ça a aidé, hein, c'est sûr que. Mais après, il n'y a pas de recette magique. Hein. Il y a d'autres boîtes françaises. Je pense à Content Square ou Miracle, par exemple, où les fondateurs sont venus d'Europe et ont réussi à percer de manière assez extraordinaire. Donc, je pense que c'est sûr que ça a aidé, le fait que j'ai une expérience américaine, mais c'est pas non plus la seule solution. Il y a des gens qui viennent d'Europe et qui arrivent. D'accord. Et en termes de business model, du coup, on parlait des investissements. Comment est-ce que vous voyez l'atteinte du point mort, comment atteindre la rentabilité aux US? Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que pour l'instant, c'est vraiment la croissance en premier lieu? Alors nous, on est vraiment en phase d'investissement. Ouais. En fait, on pourrait atteindre le point mort. On a un business model qui est très efficace, on va dire, parce que finalement, on est une place de marché. Ce sont nos fournisseurs qui sourcent les produits, qui les réparent, et puis même qui les expédient aux clients. Donc finalement, nous, on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Donc on n'a pas besoin et donc en fait quelque part on peut décider en fonction de la croissance qu'on va atteindre d'investir plus ou moins. Donc aujourd'hui on est clairement en phase d'investissement très forte, surtout sur un marché comme les États-Unis qui en plus est notre premier marché stratégique en termes de croissance. Donc à court terme l'idée ce n'est pas d'atteindre le point mort aux États-Unis à court terme. Maintenant si on regarde les autres marchés plus matures comme la France ou l'Espagne, par exemple, en Europe, on se rend compte que le point mort, il peut être atteint assez rapidement derrière si on en a envie. Mm-hmm. Parce que vos gros postes de coût, vous n'avez pas la logistique, vous n'avez pas à stocker les produits. C'est essentiellement des coûts fixes de personnel et de marketing. Exactement, employés et marketing. Tout à fait. D'accord. Okay. Comme le disait Emmanuel, donc vous venez de boucler une très belle levée de fonds en dollars de 335 millions à une valorisation de 3,2 milliards. Donc déjà félicitations pour être cette nouvelle licorne française. Vous avez levé auprès de 2 fonds américains qui viennent de rentrer, et notamment l'un d'entre eux qui est le fonds d'Al Gore. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir des grandes figures de l'investissement américain et qu'est-ce que ça vous apporte justement d'avoir ces actionnaires américains? Je crois qu'il y avait déjà Goldman Sachs au capital, mais voilà, est-ce que ça change la donne?
Tout à fait. Alors effectivement, on avait déjà eu la chance de faire rentrer Goldman Sachs au tour d'avant l'année dernière, et déjà à l'époque pour nous c'était très important parce que Back Market on a vraiment des ambitions mondiales. On veut être une plateforme. En fait, si nous regarde beaucoup des boîtes comme Uber dans les transports ou Airbnb dans le logement, où quelque part ce sont devenus là Uber. Enfin, les gens prennent plus un taxi, ils prennent un Uber. Et les gens quand ils veulent plus aller à l'hôtel, ils pensent tous immédiatement à Airbnb. Nous, on a envie de devenir ce genre de boîte où les gens s'y pensent à acheter un téléphone portable immédiatement s'ils veulent pas acheter neuf. On veut qu'ils pensent back market. Et donc, qui dit mondial dit États-Unis, en particulier dans le e-commerce et même dans notre industrie. Donc, c'était super important pour nous d'avoir un investisseur américain pour nous aider déjà. Et puis même en termes on parlait du recrutement avant. L'arrivée de Goldman Sachs a beaucoup aidé pour le recrutement, pour faire venir des talents, et même en business development. Ça rassure énormément les partenaires quand ils savent qu'on est une entreprise associée à Goldman Sachs. Donc ça, c'était le tour d'avant. Celui-là, effectivement, alors General Atlantic, ils sont pas si connus du grand public, mais en tout cas dans le monde du VC, ils sont excessivement connus. Ils sont vraiment ils ont investi dans Snap, dans Uber, je crois justement, dans énormément de boîtes qui ont eu des réussites fantastiques, et ils sont en particulier très spécialistes des places de marché. Donc pour nous, et puis c'est un fonds américain, donc il va pouvoir nous aider de manière très opérationnelle aux États-Unis. Donc c'était très important effectivement pour ça. Et puis le fonds Generation d'Al Gore, d'un point de vue environnemental, qui est une des grandes dimensions du projet Back Market, pour nous c'était super important. D'accord. Vous êtes installé, vous êtes à New York en ce moment. Quels sont les chantiers maintenant après cette levée de fonds? Est-ce que vous avez un ton de votre bureau, ou est-ce que vous allez vraiment rester présent à New York et vous imposer sur le marché US depuis? Alors nous, c'est l'avantage des modèles comme nous online, c'est que effectivement aujourd'hui on a des bureaux que à New York, mais on est déjà présent dans les 50 États américains. Nos clients sont dans les 50 États américains, puis nos marchands, peut-être pas 50, mais nos marchands sont très dispersés dans tous les États-Unis. On en a plus de 200 aujourd'hui. Et en fait, alors à court terme, c'est pas exclu qu'on ouvre un deuxième bureau en Amérique du Nord, on va dire. On n'a pas de plan à très court terme, mais il peut très bien que d'ici 6 à 12 mois, on ouvre un deuxième bureau pour accéder à d'autres pools de candidats déjà, et puis effectivement pour les coûts qui sont probablement New York les plus chers aux États-Unis avec San Francisco. Donc pour un peu alléger cette pression financière quand même, on réfléchit à ouvrir un deuxième bureau. D'accord. Parfait. Pour conclure, peut-être pour l'audience française qui nous regarde, est-ce que il y aurait un ou deux conseils un peu clés que vous auriez en tête? On a parlé des recrutements, les premiers recrutements, c'est assez essentiel pour attaquer le marché US. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous vient en tête pour conclure? Non, un encouragement à venir. C'est sûr que d'Europe, c'est un marché qui peut faire un peu peur entre guillemets les États-Unis, mais je pense que ça donne une telle dimension à un projet. Il y a beaucoup de très belles boîtes en France en ce moment, en particulier dans la tech, mais pas que. Il y a d'autres réussites d'ailleurs au-delà de la tech, très fortes. Je pense que vous en avez invité quelques-unes d'ailleurs pendant cet événement. Donc moi, j'encourage juste les gens à venir. C'est convaincre leurs investisseurs, ça va être nécessaire, mais vraiment rêver du marché américain, c'est quelque chose qui peut changer la donne et faire passer une boîte dans une autre dimension. Comme ça vient d'être le cas pour vous. Merci beaucoup Serge pour votre témoignage et ce partage. Emmanuel, merci beaucoup Serge. Encore une fois, on apprécie tous que vous ayez pris le temps de venir. Merci d'avoir été là. Merci Anne-Laure. On se retrouve avec Anne-Laure un peu plus tard dans la semaine pour d'autres interviews. C'est notamment elle qui va interviewer, je crois, mercredi, Mathieu Chabran de Tikeo Capital. Merci à tous les deux. On va continuer avec la suite du programme. On va se retrouver avec nos trois experts avec lesquels on va parler finalement de ces premières étapes de comment on peut comment on peut faire ses premiers pas finalement aux États-Unis. Ils vont nous rejoindre tout de suite. On aura Alexandra Stanton, on aura Angela Autier.
Pardon. Voilà, et alors, ils vont nous rejoindre tout de suite après cette petite page de publicité avec nos deux sponsors qui, évidemment, rendent cet événement possible. Comme d'habitude, on regarde ça tout de suite et on se retrouve dans quelques secondes avec les trois experts. On y va. Voilà, c'est un message d'un de nos sponsors, d'un de nos soutiens, OFX, et puis on aura le Net qui est l'autre sponsor de cet événement qu'on retrouvera aussi un peu plus tard, et puis tout au long de ces 3 jours. Encore une fois, nous allons retrouver maintenant Alexandra Stanton, nous allons retrouver George Gans et Angela Authier-Chenot, tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec moi. Donc, quelques mots sur ce qui va se passer dans l'heure et demie qui vient. On va avoir une session là de 45 minutes avec nos 3 experts qui vont vous présenter, je leur poserai quelques questions, et qui vont vous présenter une sorte d'introduction générale au marché américain. Donc c'est un très vaste programme, on sera assez rapide évidemment, mais encore une fois c'est une introduction et on reviendra sur la plupart de ces sujets tout au long de la semaine, tout au long de ces 3 jours avec d'autres sessions un peu plus approfondies. Mais néanmoins on va faire un tour sérieux de tout cela dans ces 45 minutes, et puis vous aurez 45 minutes après pour vous adresser plus directement à eux. On va se répartir en table ronde virtuelle évidemment, mais c'est la force aussi de l'application qu'on a choisie pour cet événement. Donc vous pourrez choisir d'aller poser vos questions directement à Georges, à Angela, à Alexandra, et puis tourner 15 minutes par table ronde. On vous encouragera à tourner, à aller voir les uns et les autres. Et puis après ça, on aura une cocktail party. Sans les cocktails, malheureusement, on fait ce qu'on peut, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les moyens de les envoyer. Mais ça va être ce fameux chat roulette où le système nous désigne de manière aléatoire, ou plus ou moins aléatoire, un interlocuteur, et on se parlera pendant 5 minutes. Et puis on tournera comme ça, on aura une demi-heure pour se parler, apprendre à se connaître, parler de nos échanges, nos projets, de vos projets d'entrepreneuriat ou d'implantation aux États-Unis, une manière de poursuivre la conversation. Voilà, je suis déjà trop long. On va commencer tout de suite avec Alexandra, et puis ensuite on aura, je crois, Angela, et enfin George. Donc Alexandra Stanton, qui est d'Empire Global Ventures, qui fait du business développement aux États-Unis, qui accompagne des entreprises, notamment étrangères et notamment européennes et françaises, aux États-Unis. George Gans, lui, il est de KPMG, qu'on ne présente pas, KPMG, et il nous fera un tour d'horizon sur à la fois ce qu'il faut savoir en matière fiscale, mais aussi en matière juridique, etc. Et puis Angela Authier-Chenot de Inspire Business Law Group, qui est notamment spécialisée en immigration, avec laquelle on parlera tout à l'heure de justement ces questions très importantes d'immigration, et particulièrement importantes en ce moment, comme le savent beaucoup de Français qui sont déjà implantés aux États-Unis ou qui essaient d'y venir. Donc on parlera aussi de tout ça, à la fois de manière générale et dans le cas dans la conjoncture actuelle. Alexandra, on va commencer tout de suite. Absolument. Et puis Georges et Angela peuvent juste éteindre leur caméra et leur micro pour quelques minutes, et puis ils nous rejoindront tout à l'heure. Alexandra, c'est un vaste sujet, celui de s'implanter aux États-Unis. Avec Alexandra, on va parler à la fois en français, en anglais, parce elle nous a promis qu'elle ferait les deux, du franglais. Mais elle parle évidemment très très bien français, Alexandra. Merci beaucoup d'être avec nous, Alexandra. Juste pour commencer, évidemment, la première question qu'on se pose, et puis on va voir votre présentation, je pense, mais la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le moment de s'implanter aux États-Unis quand on y pense depuis un certain temps? Et si oui, pourquoi? Absolument. OK. Moi, je vais parler en français et je vais amplifier un petit peu en anglais, because of course we're talking about coming to the States. I'm going to try on this technology. We had a few problems earlier, donc hang on one second. Allez.
And Julien has my presentation, so if this doesn't work, he can run it for me. OK? OK. Allez. Ça va marcher. On a confiance. Ah. In tech, we trust. Of course. Alors, I think he ought to do it because. Okay. Il va faire. Si vous voulez, vous commencez et Julien de son côté va s'occuper de tout ça. Julien Félix qui s'occupe qui est très précieux et qui s'occupe de toute la réalisation de tout ça, va lancer. Et puis allez-y, commencez et on va y aller. Right, Julien, if you can make it bigger, that'd be great. Terrific. Alors, comment les entreprises françaises doivent s'implanter et se développer sur le marché américain? I'm the CEO of Empire Global Ventures, and what I do is I grow companies in the States. Either we bring them to the States from elsewhere, Europe, and mostly Asia. Je suis 100% new-yorkaise, moitié grecque. J'ai passé des années en France. À l'époque, j'ai bossé pour Médecins du Monde et Médecins du Monde siège. Donc voilà, un peu mélangé, comme d'hab chez nous. OK. C'est bien le moment de s'implanter aux États-Unis. Si avant la COVID, les États-Unis étaient une référence mondiale de l'innovation, la pandémie nous a forcés à nous adapter rapidement et développer de nouveaux concepts. À cause du COVID, nous sommes plus innovants que jamais. La COVID, heureusement d'ailleurs, est sous contrôle aux États-Unis. 46% des Américains ont reçu une première dose vaccinale contre 27,5% des Français. Le Center for Disease Control, c'est la santé publique chez nous, a autorisé aux populations vaccinées l'arrêt du port du masque à l'intérieur. Une forte demande. Et je souligne ce point. Les Américains reprennent le travail, science, technologie, produits de consommation, tous sont sur le point d'exploser chez nous. Et c'est bien le moment de s'installer à New York. Allez, New York City est la plus grande ville du monde, la première place financière mondiale, la capitale mondiale des médias, la ville mondiale de la mode cette décennie, le deuxième incubateur le plus actif de start-up tech au monde, la capitale mondiale de la culture. La COVID-19 est sous contrôle, comme j'avais dit avant, 46% des New-Yorkais ont reçu une première dose. Le plus grand marché urbain des États-Unis, une capitale mondiale, la ville américaine, c'est bien la plus internationale chez nous. Malheureusement, New York est cher, mais c'est comme Paris. New York est la ville avec la plus grande diversité d'industries. En tant que capitale de la finance, de la presse, des assurances, de la mode, de la technologie, après San Francisco, cette diversité et ces expertises sont des atouts pour les startups. Le marché américain. Étranger, étendu, inconnu. Pour les entreprises françaises, le marché américain est étranger, étendu et inconnu. Les États-Unis ne constituent pas un marché, mais bien 5 marchés régionaux. L'UE est-elle un marché unique? Non, la France n'est pas l'Allemagne, tout comme New York n'est pas le Texas, heureusement d'ailleurs. Le Nord-Est, c'est la région la plus riche, éduquée et urbaine des États-Unis. À moins que votre produit soit destiné à une région particulière, vous devez y concentrer vos efforts. Étudier le marché américain. Différent du marché français, en taille plus grand, en prix plus cher, en récompense. Ça deviendra votre marché le plus lucratif. Sans question, à mon avis. Alors, the American consumer, le consommateur américain. Les Américains exigent un excellent service client. Aux États-Unis, le client est roi ou bien reine. The client is always king. Un mauvais service client signera l'arrêt de mort de votre entreprise. That's absolutely certain, in my opinion. Ne laissez pas la perfection devenir l'ennemi du bien. In English, we have a phrase, don't let the perfect be the enemy of the good. L'adaptation, et je souligne ce point. La réponse est toujours oui,
Même si vous ne l'avez jamais fait, faites-le pour vos clients américains et communiquez. Plus vous communiquerez avec vos clients, plus vous pourrez leur offrir ce qu'ils désirent. La culture des affaires américaines. Les Américaines traitent à l'américaine. Vous l'avez donc le faire. Et le temps, c'est l'argent. Time is money. Soyez clair et concis. Pour les 90 secondes d'attention, servez-vous-en. Soyez prêt à parler affaires. À chaque occasion, votre première rencontre pourrait être la dernière. Le marché américain est plus ouvert que le marché français. Le marché américain est compétitif, exigeant et cher, mais aussi le plus lucratif au monde. Cela peut être intimidant, ça c'est sûr, mais les Américains sont profondément ouverts à donner leur chance à de nouvelles entreprises. Nous sommes une nation d'immigrants après tout, moi aussi. Être ouvert est dans nos gènes, especially under President Biden, I could say right now. Si votre produit est bon et vos prix compétitifs, les entreprises américaines vous donneront une chance, ce qui n'est pas le cas dans l'UE ou en Chine. Si vous traitez à l'américaine, si vous traitez à l'américaine en priorisant le client, en offrant un bon service au bon prix, vous réussirez ici. Allez. Alors, nous, we're Empire Global Ventures, and I'm the CEO. Nous sommes une solution tout en un pour les entreprises étrangères désireuses de s'implanter aux États-Unis. Nous serons votre avant-poste ici à New York. Nous ne reculons devant rien pour nos clients car nous laisser vous aider à vous lancer aux États-Unis est plus efficace qu'un jeune employé envoyé aux États-Unis sans le réseau de contacts nécessaires. And I want to really underline this point. I've seen over and over foreign companies send a young employee to the States. They have no contacts. They have no knowledge of how to do business, and they get lost, and they're unable to do business for their home country and for their home business. It's not the efficient way to operate in the States. Les nouveaux arrivants rencontrant des difficultés car ils ne connaissent pas la ville et ne connaissent pas les habitants. Nous connaissons les deux et pouvons efficacement vous les offrir. Alors. Et nous encore. Nous vous préparons à réussir sur le marché américain. Nous vous fournissons clients et contrats. Nous vous enseignons comment présenter aux clients, investisseurs et partenaires américains. Quand vous serez prêts, nous vous présenterons de nouveaux clients, vous assisterons lors de rencontres, assurerons le suivi pour vous et conclurons l'affaire. Nous sommes tout simplement votre équipe aux États-Unis. Nous l'avons fait de nombreuses fois. Laissez-nous assurer votre première fois. Mais, oui. Merci. Oui, merci. On va continuer. Je vais continuer avec une ou deux questions pour rebondir sur ce que vous avez dit, Alexandra. Et on a bien vu, c'était assez complémentaire de ce qu'on a entendu avec Serge au début, puisque Serge nous a expliqué justement l'importance du service client et à quel point ça avait été clé, y compris éventuellement, voilà, dans leur parcours ici. Est-ce que vous avez un ou deux exemples d'entreprises petites ou moyennes avec lesquelles vous avez travaillé et qui justement ont eu à affronter ça? Et c'est vrai que le service client à l'américaine, tout le monde le sait, et le monde entier s'en inspire d'une certaine manière. Mais néanmoins, quand on arrive en boîte étrangère ou petite, notamment avec peu d'expérience du marché américain, il y a toujours un choc quand même, malgré tout, bien qu'on sache que c'est central, bien que tout le monde le voulait répéter comme vous l'avez fait. Est-ce que vous avez un ou deux exemples à partager là-dessus? Claire, en fait, comme vous voyez on the screen in front of you, on a travaillé avec de nombreux clients européens venant de France, Belgique, Finlande, Royaume-Uni et Pays-Bas. Santé publique, une entreprise de santé mobile, une entreprise de capteurs, une banque, une entreprise de présentation digitale, un producteur de matériaux renouvelables. We do this all the time. À peu près 40% de nos clients are either from Europe or from Asia. Absolument. Est-ce que vous avez un ou deux exemples, je disais, précis qui vous vient en tête sur justement l'importance du service client, de la relation de customer service, de la relation avec le client et à quel point c'est central ici
alors c'est évidemment central partout dans le monde et aussi en Europe, mais il y a des spécificités quand même américaines de ce point de vue-là et pas forcément le droit à l'erreur, quoi. Absolutely. Santander Bank, from Spain, and from, the UK, we worked with them over 5 years. They would bring about 20 to 30 startups to the States every year. And these are companies that wanted to launch, in the States. They had no contacts. They had no knowledge of how to do business. And for over 50% of them, we actually found them clients. We got them contracts in government, in the private sector, in fashion, in marketing. Because look, I'm 51 years old. My whole team is between, 38 and 55. We have been doing business for 20 years, all of us, and we have the high level contacts you need. So, we've done this on a regular basis, all with European companies. That's great, thank you. Merci beaucoup, Alexandra. Donc je vous rappelle le principe. Alexandra reste avec nous et puis si vous voulez lui poser vos questions plus directement, elle aura sa propre table. Vous la choisirez juste après cette session. Vous restez, vous choisissez la table à laquelle vous voulez participer pour poser vos questions, donner vos témoignages, discuter, tout ce que vous voulez faire. Et puis vous pourrez tourner comme ça entre nos 3 interlocuteurs. Mais Alexandra reste avec nous. Merci. Vous pouvez couper votre caméra si vous voulez et le micro. Et puis on va rejoindre maintenant notre prochaine experte qui est Angela Autier-Chenot de Inspire Business Law. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors avec vous, évidemment, on va parler immigration, on va parler visa. Alors c'est un sujet compliqué en toutes circonstances, très compliqué en ce moment. Donc on va voir comment on fait la part des choses entre l'actualité et les questions de plus long terme. Vous pouvez partager votre présentation, je crois, si ça marche. Oui, absolument. Oui, alors je vais la partager. Ouais. Je vais partager mon écran. Voilà. Avec nos présentations. Je ne sais pas si Julien peut assister puisqu'il a la mienne également. Alors, Julien va faire ça. Et on va commencer tout de suite pendant que Julien prépare la présentation. Et puis, avec évidemment la question, si on fait du business aux États-Unis, quelle que soit la durée, qu'on vienne pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on peut pas venir comme ça. Il faut de toute façon un visa ou une forme, il faut se déclarer d'une manière ou d'une autre. Il faut se déclarer d'une manière ou d'une autre, sachant que, comme vous venez de l'indiquer, ma présentation intervient dans un contexte qui est tout à fait particulier, puisque depuis mars 2020, on est là dans un contexte qui est sans précédent en matière d'immigration, en matière sanitaire tout court, mais cela affecte bien entendu le droit de l'immigration vers les États-Unis. Et donc, il faudra en tenir compte lors des différents éléments que je vais présenter, ce qui explique en fait le plan de ma présentation ici, puisque je vais d'abord présenter les différentes options de visa qui peuvent être pertinentes dans le cadre d'un projet d'implantation vers les États-Unis. Sur les 2 premières parties, je terminerai dans une dernière partie sur des updates, sur la situation actuelle et sur une nouvelle mesure qui vient d'être mise en place par le président Biden, qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais nous reviendrons là-dessus, qui s'appelle l'Entrepreneur Rule Parole Program. Voilà, on reviendra là-dessus sur la dernière partie de la présentation parce qu'il me semble que c'est vraiment une mesure qui pourra apporter beaucoup aux entrepreneurs français qui souhaitent se lancer ici aux États-Unis. Donc, pour la première partie, Julien, tu peux, voilà, merci. Donc, le plan de la présentation, comme je l'indiquais, je vais d'abord évoquer le premier point. J'aime toujours évoquer ce premier point qui paraît un petit peu évident, mais c'est la question suivante. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un visa? Je pose cette question tout simplement parce que cela dépend en fait du stade auquel l'entrepreneur se trouve. Au tout premier stade, il est possible que ce qu'on appelle l'ESTA, qui est en fait un programme d'exemption de visa, puisse suffire à l'entrepreneur, tout simplement parce que cette exemption de visa, ce programme d'ESTA, permet à un entrepreneur, à toute personne en réalité, de se rendre aux États-Unis pour une durée qui peut aller jusqu'à 90 jours. Et ce séjour peut lui permettre d'ores et déjà en fait de créer son entreprise, même si 90 jours c'est trop court bien évidemment, mais cela lui permet de prospecter des clients, de réaliser des rencontres d'ores et déjà. Donc l'ESTA peut être une solution à court terme. Lorsque l'on souhaite véritablement développer son entreprise aussi aux États-Unis, il faut envisager par la suite, bien entendu, dans la plupart des cas, un visa. Alors, cela peut être un visa de catégorie non immigrant ou alors ce qu'on appelle les visas immigrant, autrement dit les green cards.
Donc, pour cette première catégorie de visas non immigrants, je ne vais pas tous les lister, bien entendu, puisqu'il y en a beaucoup trop. Je vais me focaliser ici sur ceux qui peuvent être le plus pertinents pour une personne qui souhaite implanter son entreprise aux États-Unis. Donc, je vais commencer par le visa B1. C'est un visa qu'on appelle, c'est un visa business en réalité. C'est un visa qui va permettre à un entrepreneur de venir aux États-Unis pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois, mais qui pourra se réaliser en plusieurs fois. Donc, vous pouvez venir 2 mois, et puis 1 mois, et puis encore 3 mois, voilà. Mais dans l'année civile, vous ne pouvez pas dépasser les 6 mois. C'est un visa. Julien, je pense que tu peux avancer. Voilà, peut-être même la slide suivante. Voilà. Donc, c'est un visa qui est, à mon sens, très avantageux pour une personne qui démarre véritablement son processus, puisqu'il permet de venir démarcher aux États-Unis, de venir participer à des colloques, même d'embaucher ses premiers salariés. Donc, cela permet de faire une variété d'activités qui sont très importantes lorsqu'on lance le processus de créer son entreprise ici aux États-Unis. En revanche, il y a certains downsides, puisque vous ne pouvez pas travailler aux États-Unis, vous ne pouvez pas percevoir de rémunération aux États-Unis avec un B1. Donc, c'est nécessairement un visa qui ne pourra être adapté que sur une certaine période. Lorsque vous aurez véritablement lancé votre activité et que vous souhaiterez véritablement vous implanter ici sur le sol américain, il vous faudra envisager d'autres options. Donc, c'est simplement sur le court terme, ce visa B1. Donc, sur le long terme, on peut envisager le visa E. Donc, c'est un visa que j'aime beaucoup pour les entrepreneurs. On fait beaucoup de visa E. C'est un visa, il y a 2 catégories de visa E, le E1 et le E2. En fait, la seule différence, c'est la nature de l'activité proposée par l'entreprise. Donc, pour le E1, c'est lorsqu'il y a des échanges commerciaux qui vont être réalisés entre la France et les États-Unis. Et pour le E2, c'est lorsque l'entrepreneur réalise un investissement substantiel sur le marché américain pour créer son entreprise. Donc, voilà, les avantages d'abord, les avantages et puis les inconvénients. L'avantage principal pour moi, c'est que bon, déjà, vous pouvez faire venir votre conjoint lorsque vous êtes marié. C'est un élément que nos clients, auquel nos clients attachent beaucoup d'importance. Donc, votre conjoint peut venir et peut également faire une demande de permis de travail. Donc, il pourra lui aussi s'épanouir ici sur le marché américain. Ensuite, c'est un visa qui vous permet non seulement à vous de venir en tant que créateur de l'entreprise, en tant qu'investisseur, mais également de faire venir des Français aux États-Unis si vous souhaitez constituer une équipe. Voilà, il faudra que cet employé soit ce qu'on dit essential, c'est-à-dire qu'il vous faudra démontrer que vous ne pouvez pas trouver de compétences équivalentes et que cette personne apporte bien entendu un élément que vous ne retrouverez pas ici aux États-Unis. Les inconvénients principaux, selon moi, c'est la durée, qui peut être un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que vous pouvez renouveler ce visa. Mais l'inconvénient, c'est que la durée a été réduite récemment, en 2019. Voilà, elle était de 5 ans et aujourd'hui, elle a été considérablement réduite. Et le dernier inconvénient sur lequel je veux revenir, bien qu'on puisse contourner cet inconvénient, c'est que c'est un visa dit non-immigrant. C'est-à-dire qu'au moment où vous immigrez, au moment où vous entrez sur le sol américain, vous ne devez pas avoir l'intention d'immigrer de façon permanente aux États-Unis. C'est uniquement un visa temporaire. Voilà. Donc, si par la suite vous envisagez de lancer un processus de green card, il faudra travailler avec cet élément-là. Voilà. On peut le contourner, on l'a fait à de très nombreuses reprises pour nos clients. Donc, ce n'est pas une difficulté en soi, mais il faut le garder en tête. Pour les différents critères d'éligibilité, alors il y en a plusieurs. Certains sont communs aux 2 types de visa I et d'autres sont spécifiques aux deux sous-catégories. Donc les trois critères principaux, c'est qu'il faut que la société soit détenue à au moins 50%, soit par une société française, soit par le créateur d'entreprise lui-même, personne physique. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le bénéficiaire du visa soit lui-même français, ou en tout cas qu'il ait la nationalité d'un pays qui ait conclu un traité avec les États-Unis. Donc, puisque nous sommes dans un événement principalement francophone, je vais supposer que vous êtes tous français, et donc il faudra que la personne détentrice du visa, en tout cas candidate à ce visa, soit également de nationalité française.
Et comme je le disais, donc le bénéficiaire de ce visa peut être soit le créateur, l'investisseur lui-même, soit un de ses salariés qu'il souhaitera faire venir par la suite dès lors qu'il est essentiel. Voilà, pour les critères d'éligibilité plus spécifiques aux deux sous-catégories que j'évoquais, bon voilà, je ne vais pas toutes les lister, vous les voyez ici, mais pour moi, le plus important pour le E1, c'est que la valeur de ces échanges doit être substantielle. Les échanges réalisés entre les États-Unis et la France, d'autre part, doivent représenter au moins 50% normalement de l'intégralité du business réalisé par cette société. Pour le visa E2, ici, ce qui va compter, c'est vraiment le montant de l'investissement réalisé, puisqu'il doit être substantiel. Généralement, bon, les services d'immigration ne donnent pas de chiffres véritablement, mais on estime qu'en deçà de 150 000 $, le dossier devient difficile à défendre, bien que là, encore, c'est toujours au cas par cas et tout dépend de la nature de l'activité que vous proposez. Hein. Pour certains business, le montant de l'investissement requis sera moins important que pour d'autres types d'activités, bien entendu. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, ici, j'aimerais évoquer le visa L, qui est un visa qui est utilisé pour se déplacer à l'intérieur d'un groupe de sociétés. Donc, il faut au moins 2 sociétés par définition, une maison mère et puis une filiale. Je vais prendre la situation dans laquelle vous avez une maison mère en France et que vous souhaitez, vous avez développé d'ores et déjà une filiale aux États-Unis. Alors, vous pourrez faire venir soit avec le L1A un dirigeant, un CEO, ou avec le L1B, un profil un peu plus technique, un peu plus spécifique, ce qu'on peut appeler un expert. Voilà, avec ce visa, vous allez pouvoir faire venir cette personne depuis la France, depuis la maison mère, jusqu'aux États-Unis, dans le cadre de ce visa L. Donc, il y a certains critères d'éligibilité, mais je vois ici qu'on va d'abord commencer par les avantages. Pour moi, l'un des avantages que j'aime toujours mettre en avant, parce qu'encore une fois, c'est une demande récurrente de nos clients, c'est que vous pouvez faire venir votre conjoint avec vous, avec le visa L, et le conjoint pourra également faire une demande de permis de travail. Donc ça, c'est assez intéressant lorsque vous venez en couple, en tout cas, pour que l'aventure soit réussie. Hein, il faut que les deux soient comblés par le rêve américain. C'est également un visa qui se prête particulièrement aux demandes de green card par la suite. Donc ça, c'est un point également intéressant que j'aime bien souligner parce que là encore, c'est souvent un projet qu'ont nos clients sur le plus long terme de rester ici aux États-Unis de façon sur le long terme, de résider ici de façon permanente. Le dernier avantage que j'aimerais souligner ici, c'est que une société qui n'a pas encore de filiale aux États-Unis peut également se servir de ce visa L. Je pense que ici, ça peut vraiment se prêter à cette présentation, puisque je pense que la plupart d'entre vous n'avez peut-être pas encore mis les pieds aux États-Unis de façon officielle avec une société. Donc, ce visa L peut être utilisé pour faire venir une personne aux États-Unis et pour que cette personne, justement, crée la société du début. Voilà, vous pouvez faire venir un de vos dirigeants, un manager, pour que vraiment il crée la société, qu'il recrute et qu'il lance le projet en fait sur place. Donc c'est un visa qui est intéressant pour cette raison, à mon sens. Alors, les critères d'éligibilité, il y a des critères relatifs au candidat et puis certains critères relatifs à la société. Pour le candidat, il faut que cette personne ait eu une ancienneté d'au moins 1 an au sein de cette société française au cours des 3 précédentes années. Donc, c'est assez facile à justifier. En fait, il s'agit pour l'administration américaine d'éviter que les personnes contournent voilà cette règle qui est vraiment ce visa en fait qui est vraiment conçu initialement pour que les personnes puissent transiter à l'intérieur d'un groupe. Voilà. Pour les sociétés, il faut bon là c'est la nature même du visa qui veut cela. Il faut évidemment prouver le lien qui existe entre les 2 sociétés. Il faut que la société mère soit vraiment la société mère de la filiale. Voilà. Alors, pour quelle durée? Là, il faudra distinguer en fonction de l'ancienneté de la société ici aux États-Unis, de cette filiale dans la plupart des cas. Si cette filiale a une ancienneté d'au moins d'1 an, alors le visa sera d'1 an. Et si l'ancienneté est de plus de 12 mois, alors le visa sera de 3 ans. Il faudra aussi distinguer en fonction du profil. Si on est dans un profil de manager, de dirigeant, L1A, alors l'intégralité de la durée du visa ne pourra pas excéder 7 ans, alors que pour un profil plus expert, ce sera 5 ans. Voilà, j'aimerais maintenant
prendre un petit moment pour ce visa, le H-1B, dont vous avez tous entendu parler, je pense, qui est un visa dédié aux professions spécialisées, donc avocat, comptable, voilà, vraiment, il faut une expertise dans un domaine particulier. L'avantage de ce visa, c'est qu'il n'y a pas de restrictions liées à la nationalité, c'est-à-dire que vous pouvez candidater, vous pouvez déposer une demande, que vous soyez français, indien, chinois, voilà, il n'y a vraiment aucune restriction à ce niveau-là. Et les deux derniers avantages, c'est à la fois la durée, qui est de 3 ans renouvelable, donc c'est une durée qui est tout de même assez conséquente. Et le dernier avantage, c'est lié encore une fois au processus de green cards que vous pourriez envisager par la suite, puisque c'est un visa dit double intent, c'est-à-dire que l'administration américaine considère qu'au moment où vous déposez votre demande, vous avez à la fois l'intention de venir de façon temporaire, mais vous ne vous refusez pas la possibilité peut-être de rester de façon permanente. Donc ce sera assez aisé ensuite de faire le lien vers une demande de green card. Donc, les inconvénients, c'est relatif au conjoint. Le conjoint, alors, il peut travailler depuis Obama, il peut travailler, mais les conditions sont très restrictives. Notamment, parmi ces conditions, il faut que le conjoint ait déjà déposé une demande de green card par le formulaire qui s'appelle E-140. Donc il faut que cette demande ait été déposée et qu'elle ait été approuvée déjà. Donc il faut certaines conditions pour que le conjoint puisse travailler. C'est pas aussi facile qu'avec les précédents visas que je vous présentais. Le deuxième inconvénient qui est de taille, c'est que le système actuel, bien que il va bientôt évoluer vers une autre formule, le système actuel est basé sur une loterie. Donc en fait, vous rentrez vos informations sur une plateforme et vous allez ou non être tiré au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous pouvez aller au bout de la demande, mais si ce n'est pas le cas, alors vous devrez retenter votre chance. Donc ce qui est un aléa ici que les entrepreneurs parfois n'aiment pas tellement. Alors les critères d'éligibilité, c'est qu'il faut être sponsorisé par une société américaine, percevoir un salaire minimum qui est listé ici et qui est demandé par Department of Labor aux États-Unis, et il faut rentrer dans le quota puisque chaque année seul un certain nombre de H-1B sont disponibles. Donc on a ici un ensemble de conditions qui fait que souvent le H-1B n'est pas nécessairement l'option la plus adéquate pour un entrepreneur. On pourra en rediscuter plus davantage dans la table ronde. Alors, le visa O, alors ici, je vais aller vite, c'est un visa que j'aime beaucoup, mais qui s'adresse à des profils très particuliers, c'est-à-dire qu'il faudra démontrer de façon approfondie, vraiment appuyée par de la documentation, que vous disposez de capacités extraordinaires. Alors, j'ai toujours des demandes sur ce visa. Les gens aiment beaucoup qu'on leur dise qu'ils ont des capacités extraordinaires. Alors, vous avez tous des capacités extraordinaires, bien évidemment, et j'aime le répéter à mes clients. Mais alors, il faut rentrer dans des cases bien précises pour pouvoir prétendre à ce visa. Alors, les critères d'éligibilité, c'est qu'il faut il faut faire la preuve de ces compétences qui ont été, il faudra démontrer par un faisceau d'indices en réalité. Donc, il faudra démontrer, par exemple, que vous appartenez à un club privé, que vous avez réalisé de nombreuses publications, que vous êtes reconnu par vos pairs, que vous avez reçu des prix, par exemple un prix Nobel, que vous avez reçu différentes récompenses qui véritablement attestent de du caractère exceptionnel de vos compétences, caractère exceptionnel des compétences qui peuvent être dans le domaine du business, mais aussi dans le domaine du sport, dans le domaine artistique. C'est assez large à ce niveau-là, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut vraiment documenter l'intégralité de ces éléments pour pouvoir prétendre à ce visa. Donc, par définition, c'est assez restrictif et ça ne s'adresse qu'à une petite partie d'entrepreneurs. Alors les avantages, c'est la durée principalement, puisque c'est de 3 ans, renouvelable par période de 1 an, et ça sur une durée infinie. Donc c'est très intéressant comme visa lorsque on qualifie aux différents critères d'éligibilité. Les inconvénients, je le disais, ces critères sont restrictifs, et le deuxième inconvénient, c'est que le conjoint peut bien venir aux États-Unis, mais il ne pourra pas travailler. Donc ce qui peut être là un véritable frein au projet d'implantation aux États-Unis. Donc là, nous avons passé en revue l'intégralité, en tout cas les
les visas non-immigrants qui me paraissent pertinents dans le cadre d'une implantation aux États-Unis. Nous allons passer brièvement au green card, brièvement parce que nous sommes ici dans un forum qui traite de l'implantation dans un premier temps aux États-Unis. Et généralement, les green cards interviennent plutôt dans un deuxième temps lorsque vous êtes déjà aux États-Unis depuis un certain temps. Mais bon, il me paraît important d'en parler quand même. Il y a différentes catégories de green cards et différentes façons de prétendre à ces green cards. Donc, 3 façons principales. Soit vous vous auto-sponsorisez, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'intervention ici d'un employeur, ce qui est donc très intéressant pour un entrepreneur. Soit vous êtes sponsorisé par un employeur. Soit vous pouvez investir une somme d'argent très importante ici aux États-Unis et cela vous permettra d'accéder potentiellement à une green card. Voilà, donc 3 catégories principales que je veux évoquer, c'est le EB1, le EB2 et le EB3. Le EB1, c'est pour les profils de cadres de multinationales ou encore pour des personnes au profil extraordinaire. Là encore, ce sera assez restrictif puisqu'il faudra vraiment démontrer le caractère extraordinaire de votre profil. On pourra en parler davantage dans les tables rondes. Pour le EB2, là c'est pour des professionnels qui disposent d'un minimum d'éducation, donc le bachelor degree. Et pour le EB5, c'est un visa green card pour moi qui se prête particulièrement aux entrepreneurs, mais qui là encore ne va concerner qu'une petite partie d'entrepreneurs, puisque le montant des investissements demandés est quand même conséquent. Donc vous le voyez ici, presque 2 millions. Pour pouvoir accéder à ce type de green card. Et si vous êtes dans une zone rurale ou une zone qui est fortement touchée par le chômage, le montant sera un peu moins élevé, mais bon, il est quand même de 900 000 $, donc presque 1 million. Donc, quels sont les avantages, les inconvénients? Bon, les avantages, ils vont de soi à mon sens. Il s'agit de pouvoir vous établir aux États-Unis sur le long terme afin de pouvoir faire fructifier votre entreprise. Ici, j'aime beaucoup parler de cette notion de peace of mind. Voilà, vous n'avez plus à vous inquiéter de rien. Vous êtes résident américain, green card holder, et vous pouvez rester ici indéfiniment dès lors, bien entendu, que vous veillez à respecter les conditions pour que votre green card soit maintenu. On pourra en discuter davantage également par la suite parce que voilà, il y a certaines conditions quand même qu'il faut respecter. Les inconvénients, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que Georges le fera beaucoup mieux que moi, mais en termes de fiscalité, il faut garder à l'esprit que dès lors que vous devenez résident américain, il vous faudra déclarer l'intégralité de vos revenus, même ceux gagnés en France ou à l'étranger. Voilà, donc c'est certaines personnes ne sont pas tellement enclines à cela, donc il faudra voir cet élément également. Le dernier point qui est à mon sens très important, ce sont les updates sur la situation actuelle. Donc, comme je le disais, ma présentation intervient dans un contexte qui est tout à fait challenging pour tout le monde et en particulier en matière d'immigration, puisque nous avons eu depuis janvier jusqu'à mai 2020 des visa bans and travel bans qui ont été édictés à la fois par le président sortant, Trump, et aussi par le président Biden. Donc, pour être un peu plus clair sur ces deux notions, assez schématiquement, le travel ban et le visa ban, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le travel ban, ce sont des restrictions qui s'appliquent à l'intégralité des personnes, en réalité, indépendamment de leur nationalité. Cela va empêcher une personne d'entrer sur le territoire américain dès lors qu'elle a séjourné au cours des 14 derniers jours dans un territoire considéré par le gouvernement américain comme à risque en raison de la COVID-19. Donc, vous ne pourrez pas voyager aux États-Unis si vous avez séjourné dans ces pays. Donc, Biden a rajouté l'Inde récemment. Il a rajouté également le continent sud-africain. Le visa ban, en revanche, c'est véritablement une mesure qui s'est appliquée à certaines catégories de visas, donc les visas H, les visas L et les visas J. Et donc, elle a été levée, cette mesure, fin mars 2021, donc elle n'est plus en vigueur actuellement. C'est-à-dire que ces personnes peuvent de nouveau prétendre à obtenir des visas, mais il faut être assez prudent là-dessus, puisque nous avons de nombreuses difficultés à obtenir des visas néanmoins, puisque il y a de backlogs qui sont très importants en ce moment auprès des ambassades américaines et des consulats, puisque l'activité est réduite, et donc cela rend l'obtention de visas très difficile. Aujourd'hui encore, malgré la fin de ce visa ban.
Le dernier point que j'aimerais évoquer, très rapidement puisque nous manquons de temps, on pourra approfondir là sur la table ronde, c'est le International Entrepreneur Rule, qui est une règle qui existait déjà en fait sous l'ère Trump, qui a été mis en place au dernier jour d'Obama, de la présidence Obama, et qui a été un peu mise en sommeil par l'administration Trump pour différentes raisons qui sont liées à leur vision de l'immigration. Aujourd'hui, elle est ressuscitée par Joe Biden et il s'agit d'une mesure qui permettrait à un entrepreneur de se rendre aux États-Unis pour développer une entreprise dès lors qu'il démontre que cette entreprise a un potentiel de croissance rapide et un potentiel de création d'emplois. Voilà, il y a différents critères qu'il faudra respecter, mais j'aimerais insister sur le point suivant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un visa. On passe souvent à tort d'ailleurs, ça m'écorche un petit peu l'oreille parce que je fais très attention à l'étymologie qu'on utilise en droit. On parle souvent de la start-up visa, ce n'est absolument pas un visa. C'est uniquement une tolérance en fait mise en place par l'administration et qui permet à une personne de se rendre aux États-Unis. Donc l'administration peut révoquer cette tolérance à tout moment et il y a vraiment ici la discrétion de l'administration qui est exercée lorsqu'ils étudient votre dossier. Voilà, on pourra revenir sur les conditions plus en détail ensuite si vous le souhaitez lors des tables rondes. Je crois que j'ai écoulé mon temps. Merci beaucoup, Angela. Effectivement, je vous rappelle, dès qu'on a fini cette partie expert les uns après les autres, eh bien, on va dans les tables rondes et là, vous pourrez avoir un peu plus de temps pour poser vos questions à Angela et puis surtout, vous aurez ses coordonnées et vous pourrez continuer la conversation. Évidemment, on va rejoindre tout de suite George Gans qui doit nous... Voilà, il est là. Merci beaucoup. Je suis là. Alors Georges de KPMG, comme je disais tout à l'heure, on présente pas KPMG. En revanche, ce que va nous présenter Georges, c'est justement le type de service et particulièrement pour les entreprises petites moyennes qui arrivent aux États-Unis avec en insistant sur justement ce qu'il est important de savoir quand on fait ses premiers pas ici. Il y a des choses qui sont un peu compliquées, d'autres qui ressemblent à ce qu'on fait en France ou en Europe, mais toujours avec des spécificités néanmoins. Et on pense évidemment à comment on fait un payroll, les financial statements, c'est-à-dire les bilans, par exemple, évidemment la fiscalité, plus généralement. Voilà, c'est des sujets, encore une fois, sur lesquels on reviendra tout au long de cet événement dans les prochaines sessions. Mais on va faire un tour d'horizon général de manière à comprendre l'essentiel, le 101, comme on dit en anglais, avec Georges. Et la première, Georges, je sais pas si tu veux partager ton... Oui, écran. Alors je vais partager mon écran. J'espère que moi, j'aurai la possibilité de le faire quand même. Un petit screen. Alors, on va faire ça. Est-ce que ça marche? Eh ben, on dirait que ça ne marche pas. Si, c'est miraculeux. Ah, ben voilà, troisième fois, comme on dit en anglais, third times the charm. Très bien. Ok. Eh bien, très bien. Donc, je te laisse continuer. Très bien. Ben d'abord, je suis très fier de moi-même que j'ai réussi à partager mon écran. Mais enchanté d'être avec tout le monde. Donc, on a entendu Alexandra parler comment essayer d'ouvrir le marché américain. Ensuite, Angela a parlé d'immigration. Mais maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous êtes aux US, comment faire pour vraiment démarcher les affaires? Comment faire pour facturer vos clients, comment faire pour embaucher les employés et reporter les rapports fiscaux, etc. On a 15 minutes, je vais certainement pas tout couvrir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le marché américain, non seulement il est cher, comme Alexandra a dit, mais il est aussi compliqué. Alors, on a un gouvernement fédéral, on a 50 gouvernements étatiques, on a les règles, on a des règles fiscales, on a des règles comptables. Et donc, que faire? Comment naviguer ces difficultés pendant vos premiers pas? Encore, il y a tellement de choses à faire quand on pense à un choix d'entité. Donc,
comment ouvrir votre filiale aux US. Est-ce que c'est une LLC? Est-ce que c'est une corporation? On va pas couvrir tout ça dans ces 15 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Je serai ravi de répondre aux questions quand on sera pendant la table ronde. Mais ce que je vais couvrir pendant ces prochaines minutes, c'est vraiment les besoins basiques et comment nous sommes chez KPMG prêts à vous servir pendant vos premiers plats fiscaux et comptables aux US. Donc, quand vous arrivez aux US, bien sûr, vous voulez commencer votre entreprise. La difficulté que moi je trouvais ça fait au-delà d'une dizaine ou douzaine d'années que je travaille régulièrement avec les sociétés françaises implantées aux US, c'était toujours la même question que j'avais des difficultés à répondre. Ok, est-ce que votre cabinet prépare des bilans? Oui, mais on est trop cher. Est-ce que votre cabinet prépare les payes les registres de personnel, la paie? Oui, mais bon, vous devez travailler avec un cabinet qui est spécialisé dans la paie. Est-ce que vous faites des déclarations fiscales? Oui, bien sûr. Donc, ce que je voyais, c'est que les sociétés françaises qui venaient aux US avaient à chercher leur réseau et travailler avec beaucoup de petits cabinets spécialisés qui en fait leur aidaient à préparer des bilans, leur aidaient à préparer leur service de facturation, leur déclaration fiscale, mais ce n'était pas centralisé. C'est des cabinets qui sont d'habitude très bien, mais ils sont plutôt petits, ils n'ont pas le réseau international d'un cabinet comme le nôtre, qui peut desservir quand même des sociétés, des startups. Et c'était toujours la difficulté qu'on avait dans le marché des grands cabinets comptables et fiscaux. On n'était pas bien situé pour servir des petites sociétés qui venaient aux US. Tout ça a changé quand KPMG a acheté une société qui s'appelle Spark. Et Spark, en fait, c'est un cabinet, une filiale de KPMG qui spécialise en servir les startups qui commencent leur opération aux US. Non, pas seulement de la France d'ailleurs, mais surtout aussi avec la France. Et qui a l'avantage d'avoir un coût très basique, très bon marché pour les sociétés qui commencent leur affaire, mais aussi qui ont le réseau de KPMG. Et c'est là où je vois beaucoup d'erreurs qui sont faites. Le fait que vous êtes une société, un startup qui vient s'implanter aux US ne veut pas dire que les complexités sont moins importantes que les grosses sociétés qui ont beaucoup d'activités aux US. Travailler cross-border, c'est toujours compliqué, et donc la taille de votre entreprise ne va pas nécessairement dire que vous avez moins de problématiques à gérer. Donc c'est ça un des conseils que je vous donne. Ne pensez pas que parce que vous êtes petit, il y a moins de problèmes. Et donc, qu'est-ce que vous avez à faire quand vous commencez votre business? On a entendu Serge parler d'embaucher des employés. Donc, il faut penser au système de paie US qui ramène avec elle des charges sociales à calculer et à remettre au gouvernement. On a des bilans à préparer. Une chose qui est importante à se souvenir, c'est que aux US, on n'a pas de compte statutaire. Donc, quand on dit est-ce qu'on a des comptes statutaires à préparer, les bilans, c'est plutôt une question pour vous, pour votre entreprise. Est-ce que vous avez besoin de bilans qui sont audités par un cabinet de comptable? Ça dépend ça dépend de vos affaires. Ça dépend. Est-ce que vous appartenez à une maison mère en France qui est une maison mère cotée qui a besoin d'enregistrer des bilans publics, ou est-ce que vous êtes complètement entrepreneur, vous avez des actionnaires français et vous n'avez pas vraiment besoin de bilan audité? Ça dépend. Ensuite, si vous voulez travailler avec le gouvernement américain, soit un gouvernement fédéral, soit un gouvernement étatique, normalement, ils vont demander des comptes audités. Si vous allez prendre des prêts de banques américaines, normalement, ils vont vous demander des comptes audités. Donc, c'est important à savoir, est-ce que vous avez besoin des comptes d'un bilan qui est certifié par un expert comptable ou non? C'est très important à savoir. La paie, on a parlé de ça. Quand vous avez un nombre d'employés qui n'est pas trop important, ça peut se faire assez simplement.
tout ce qui est facturation. Donc, vous commencez vos affaires. Maintenant, vous êtes prêt à facturer. Vous avez besoin d'un système qui va envoyer les factures, qui va enregistrer les recettes et qui va tout ça se combiner dans un bilan. L'avantage du système que nous on offre, c'est un système qui existe sur le cloud, qui en fait est pour vous. Vous avez accès à ce système, vous avez un spécialiste qui vous aide, et ça vous aide à combiner tous ces services avec un cabinet qui peut vous aider. Alors, comment comprendre quels sont vos besoins au niveau comptable, au niveau fiscal? Quelles sont les questions à demander? Donc, est-ce que vous avez des employés, oui ou non? Quel état sont vos autres employés? Parce que, comme j'ai dit, un gouvernement fédéral, il y a 50 systèmes fiscaux étatiques. Est-ce que vous avez besoin de bilans certifiés, oui ou non? Quelles sont vos obligations fiscales? Quelle sorte d'entité avez-vous? Est-ce que vous avez une LLC qui est transparente? Est-ce que vous avez une C Corp qui est comme une SA en France, qui a besoin d'enregistrer sa propre déposition fiscale? Est-ce que vous avez besoin d'embaucher quelqu'un qui peut gérer tout ça en interne, ou est-ce que ça vaut mieux la peine de travailler avec un cabinet qui peut faire ça pour vous à un coût qui est assez à bon marché? Toutes ces questions, c'est des questions que vous avez à poser avant de décider comment gérer vos affaires comptables et fiscales. Donc, quel est le processus pour s'enregistrer dans ce système comptable? C'est un système qui est assez simple. Comme j'ai dit, il est sur le cloud. Vous avez accès direct au cloud. Vous avez un spécialiste qui travaille avec vous, qui vous aide à établir vos comptes, qui vous aide à faire le lien entre vos comptes en banque et ce système. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser les fichiers Excel et de faire tout ça à la main. Tout ça, c'est automatisé. Un système qui ensuite prépare vos liasses fiscales pour vous. Et tout ça, c'est fait à un prix assez raisonnable, et c'est un prix qui est fixé mensuellement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du budget et de savoir combien ça va vous coûter. Ce slide explique un peu comment ça marche. J'ai pas trop de temps pour expliquer tous les systèmes, mais tout ça, c'est pour vous montrer que le système Spark, en fait, est connecté à vos comptes en banque, à vos systèmes de paie, à vos systèmes de facturation. Une illustration pour vous montrer un peu le coût pour ces types de services qui sont très raisonnables pour un startup qui normalement n'est pas offert quand vous travaillez avec un cabinet comptable qui est plus grand. Et c'est ça en fait l'avantage de Spark, c'est un petit cabinet qui travaille avec un gros réseau. Donc encore, je vais discuter ça dans les tables rondes si ça vous intéresse. Mais l'avantage ici, c'est que vous savez dès le début quel est votre coût. Vous pouvez budgéter ça à part. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à la fin de l'année combien ça va me coûter de préparer une liasse, de préparer mes bilans, etc. Donc, ce que ça vous donne, ce service, en fait, c'est la certitude que vous avez des bilans qui sont fiables, que vous pouvez vous fier à vos résultats comptables, à vos résultats fiscaux qui vont être bien enregistrés avec le gouvernement fédéral et étatique, sans vous inquiéter trop de comment s'occuper de votre comptabilité. Et le plus important aussi, c'est que le système est sécurisé, donc votre information est bien sauf et non pénétrable par des hackers. Donc, la dernière chose que je vais dire, parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps et on veut passer aux tables rondes, c'est que pour comprendre le scope des services, voilà les infos qu'on aura besoin, et on va partager les slides avec vous après, mais c'est assez simple quand même pour commencer. Et finalement, vous avez l'avantage aussi où on travaille beaucoup avec la France, avec les startups, mais avec les grosses sociétés aussi. Donc on se connaît assez bien dans les problématiques françaises
qui sont pas les mêmes que les problématiques américaines et vice versa. Donc, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps. Émilien, est-ce que vous avez des questions? Merci Georges. On va enchaîner tout de suite avec les tables rondes. Avant ça, peut-être effectivement dans les questions un peu générales qu'on a sur ces sujets-là, on a parlé tout à l'heure de la structure juridique. Est-ce qu'il y a a priori une bonne structure juridique quand on a une PME française et qu'on décide de s'installer aux États-Unis? Est-ce que la solution c'est forcément une Delaware Corp, c'est-à-dire une corporation? Évidemment, tout le monde a entendu parler du Delaware, qui est censé appeler à tort en France souvent un paradis fiscal, ce qui est évidemment pas le cas, mais qui est en tout cas un endroit où beaucoup d'entreprises américaines s'y matriculent et étrangères. Est-ce que par exemple c'est la solution magique? Il faut passer par cette étape-là? Non, oui et non. Alors, ce que je vais dire d'abord, pour expliquer très clairement, le Delaware n'est pas un paradis fiscal. Le Delaware est un État qui a des règles juridiques très favorables pour les sociétés, pour établir une société. C'est pour cela qu'on recommande toujours aux sociétés de s'établir au Delaware. Ça n'a rien à faire avec la fiscalité du tout. Ça a à faire avec le système juridique du Delaware, qui est considéré comme l'État le plus favorable pour établir une société. Mais c'est parce que c'est plus facile, ils ont l'habitude. La plupart des sociétés américaines, d'ailleurs, sont établies au Delaware, mais l'État du Delaware, il est tout petit, et je peux vous assurer que les sièges sociaux de ces sociétés ne sont pas au Delaware. Donc ça, c'est une sorte de un rumor qui n'est pas vraiment correct au niveau fiscal. Maintenant, au niveau juridique, absolument, si vous voulez établir une société américaine, le Delaware est là où vous voulez passer, avec un cabinet juridique qui peut vous aider. Par contre, le type de société, ça c'est une différente question. Ça dépend vraiment de qui sont les actionnaires en France. Est-ce que c'est des individuels? Est-ce que c'est des grosses sociétés publiques? D'habitude, et maintenant, comme on a discuté, Emmanuel, dans un autre webinaire avec la réforme Biden, ça dépend vraiment des lois fiscales américaines, mais normalement, on suggère d'établir une C Corp, c'est comme une SA aux US, puisque le C Corp bloque en fait les actionnaires français et les sociétés françaises d'avoir une présence fiscale américaine. Donc, sans en savoir plus et sans discuter avec les actionnaires et les particuliers de la société, normalement, oui, on suggère d'avoir une C Corp et on suggère de l'établir au Delaware. Mais attention, ça n'a rien à faire avec les obligations fiscales de cette société, soit fédérale, soit étatique. Ça, c'est complètement différent et un sujet d'un autre webinaire qui peut prendre une demi-journée ou toute une journée. Je suis sûr que vous avez tous plein de questions, donc on va passer à la section table ronde tout de suite. On va se retrouver juste après cette toute petite pause et puis on revient ici et on vous expliquer comment marchent les tables rondes. Meet Francois, an executive at La French Company. He hired a non-responsive IT vendor with no experience working with French businesses, and he wasn't sure his business's digital infrastructure was protected. Then Francois discovered Lynette, and he was able to breathe. Lynette monitored his equipment, helped employee productivity, minimized disruptions, and helped Francois's business grow while simplifying its digital transformation. Want a trusted IT partner? Visit our website. Et voilà, merci à tous nos sponsors et donc à Lynette notamment et au FX de soutenir cet événement. Nous allons donc maintenant aller aux tables rondes. Le principe, c'est que chacun de nos experts, donc Alexandra, Angela et Georges, auront chacun leur table. Il y aura aussi d'autres tables pour discuter
plus entre vous, et vous choisissez tout de suite, vous allez être réorienté et vous allez pouvoir choisir la première table à laquelle vous voulez assister. Si vous avez une question très urgente pour Alexandra, vous choisissez celle d'Alexandra, etc. Et toutes les 15 minutes, on va changer. Donc, vous pourrez à la fois poser vos questions, écouter les questions des gens qui seront à la table ronde en même temps que vous. Et puis, ensuite, on change. Au bout de 15 minutes, vous irez parler à quelqu'un d'autre ou aller à la dernière table ronde où vous serez plus entre vous pour échanger. Voilà, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton au moment où on vous le propose. Donc, on y va. C'est prêt, on va lancer ça tout de suite et on se retrouve après ces 45 minutes de table ronde pour le networking en one-on-one où on pourra se parler les uns les autres de manière directe. Voilà, on y va.